Bonjour et bienvenue sur Tatou Senti, le podcast qui désormais agite le parfum. Pour cette 4e saison, j'explore toujours le monde du parfum avec une autre vision, celle de vivre et de mieux vivre le parfum, faire parler les odeurs, le nez et les saveurs, avec plus que jamais l'accent sur innovation, audace et créativité. Chaque semaine, j'inviterai à mon micro des chefs d'entreprise, des parfumeurs créateurs et tous ceux qui participent à la recherche et à l'innovation. On y parlera donc parfum, saveurs, ingrédients, odeurs, développement durable. Autant de portraits et d'échanges bien sentis, en mode passion et en mode complice. Je suis Bettina Ekroyd, journaliste, experte parfum et saveurs, et la créatrice du blog tatousenti.com. Pour ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner à Tatou Senti. Maintenant, place à mon invité. Bonjour à toutes et à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler flacon de parfum. Oui, et pourquoi ne parler que de ce qui se passe dans le flacon ? À mes côtés, Jean-Marie Martin-Hintenberg, l'incontournable et unique expert français sur le sujet. Jean-Marie est intarissable, adore raconter des histoires, tant sur les flacons que sur l'histoire du patrimoine de la parfumerie ancienne, et toujours avec une pointe d'humour et passion qui parfois l'emporte. Je pourrais continuer, mais pour l'heure, direction l'étude Couteau-Beccari à Paris, où j'ai enregistré cette conversation. Aussitôt la porte franchie, je bascule dans un autre monde, une autre époque, celui des statues, des tableaux, des objets à en perdre la tête. Nous nous installons dans nos fauteuils tout en faisant attention à ne pas percer un tableau. C'est parti, je vous emmène à l'exposition Chaumet, puis en avant-première à 2 ventes de flacons de parfum, l'une à Versailles et l'autre à Paris. Écoutez jusqu'au bout, une news inédite vous y attend. Bonjour Jean-Marie. Alors, la Maison Chaumet présente dans ses salons de la place Vendôme l'âge d'or 1965-1985. Donc c'est en quelques mots 2 décennies à part dans l'histoire créative de la marque. C'est 140 objets que Vanessa Cron, la commissaire de l'exposition et historienne du bijou, a rassemblés. Alors, avant de parler du fameux flacon 1000 de Jean Patou que vous avez prêté, dites-nous 2 mots de l'exposition pour qu'on comprenne son atmosphère, son ambiance. Alors, l'exposition retrace l'expansion de Chaumet en matière de bijoux et de joaillerie. Chaumet est plus connu sur le plan des diadèmes. C'est le savoir-faire premier de la maison. Et on connaît moins les bijoux, les créations de bijoux de Chaumet. Or, cette occasion a été donnée pour révéler les talents des designers de la maison Chaumet qui ont produit des bijoux, créé des bijoux, notamment durant les 30 Glorieuses, cette période où tout était permis, où l'emploi était fluide, où l'économie était foisonnante. Et évidemment, Chaumet, donc c'est complètement investi dans cette vague de création. Et le designer de l'époque, qui est plutôt connu de la maison, moins connu du grand public, et c'est grâce à cette exposition qu'il sera reconnu, c'est René Morin, qui était joaillier bijoutier et qui a créé énormément de bijoux dans un style alors très inspiré du naturalisme. Il y a beaucoup cette mode animalière, donc les oiseaux, les félins. Il y a beaucoup de créations autour de tout ce qui est style animalier. Et puis, bien sûr, il y a des créations de bijoux qui emploient des nouveaux matériaux, parce que il s'avère que la place Vendôme, de plus en plus, est confrontée à des difficultés, celles de se fournir en pierre de très haute qualité. Or, la concurrence est rude, et pour parer à ce manque de matières premières, si je peux parler ainsi, les joailliers, et Chaumet d'ailleurs, ont commencé à employer des pierres semi-précieuses ou des pierres dures.
Et dans l'exposition, d'ailleurs, plusieurs objets témoignent de cette vague, de cette découverte de ces nouvelles pierres. Alors, bien sûr, il y a toujours l'indétrônable diamant, le rubis, l'émeraude, le saphir, mais il y a l'œil de tigre, le lapis lazuli, le corail. Euh, D'ailleurs, c'était des pierres semi-précieuses déjà employées sous Napoléon III dans la haute joaillerie. Donc c'est un petit retour durant les années 1970 et c'est très curieux parce que 1870-1970, 100 ans se sont écoulés et comme quoi la création est un éternel recommencement finalement. Et donc cette exposition permet de découvrir Chaumet sous un angle bijou et un angle surtout d'une période qui a été oubliée ou même je dirais décriée injustement, c'est la période du Concorde, c'est la période du TGV, c'est Georges Pompidou, c'est une France heureuse qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. Malheureusement, c'est comme ça, il faut évoluer avec son époque. Et cette exposition, finalement, nous rafraîchit la mémoire et surtout, on y ressort de cette exposition avec de l'optimisme, de la gaieté et de l'énergie. Tout ce dont on a besoin. Alors, Absolument. donc, dans cette exposition, vous prêtez un flacon, qui est un flacon 1000 de Jean Patou. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'abord son histoire et pourquoi ce prêt? Alors, premièrement, en tant que spécialiste du patrimoine de la parfumerie, je suis au départ collectionneur. Et je vais vous expliquer, il y a eu un numéro de Connaissance des Arts en 1974 qui est sorti et qui a parlé de ce flacon. Et moi, du haut de mes 14 ans, oui. vous voyez, j'ai découvert ce flacon dans Connaissance des Arts que lisaient mes parents. Et ce flacon, je le trouvais complètement délirant, dément. Je me dis, mais un jour, il faut absolument que je me le trouve. Et puis quand j'ai vu or, diamant, pierre semi-précieuse, je me suis dit, bon, ben, je pourrais jamais me le payer, c'est pas possible. Et résultat des courses, les années passent, on a obtenu des galons dans la spécialité parfumerie. Et puis, alors ce que j'ai su, c'est que c'était une commande spéciale de la maison Jean Patou chez Chaumet en 1974, que René Morin, le designer de l'époque, a proposé plusieurs versions, plusieurs modèles, et le modèle choisi par Patou a été celui qui est exposé. En fait, il y a eu très très peu de commercialisation. C'était surtout un flacon vendu sur le marché américain, surtout à New York. Et à partir de cette création, ils ont fait très peu d'exemplaires de ce que j'appellerais des flacons sculptures publicitaires, qui sont par contre des flacons, alors c'est des sculptures, c'est même plus des flacons, parce que c'est du bronze doré à leur fin, c'est des copeaux de cristal de roche qui sont à l'intérieur, la cage est toute ajourée, et le nom 1000 est constellé de pierres de pierres dures, donc corail, onyx, lapis lazuli, turquoise. Donc le répertoire de l'époque. Et en fait, on sait que les flacons en or et en pierres précieuses, je crois qu'il n'y a eu pas plus de 10 exemplaires qui ont été réalisés. Ceux qui n'ont pas été vendus sont passés au démontage et tout est parti à la fonte. Donc il y en a très peu qui subsistent. Et par contre, les flacons publicitaires décoratifs, ce que l'on appelle en jargon de la parfumerie le flacon factice, qui n'est pas plus factice d'ailleurs puisque c'est le liquide qui est factice, le flacon est réel. Et là, c'est en fait un flacon sculpture en bronze doré à la feuille, et avec ce côté spectaculaire qui montre ce que René Morin a traduit chez Chaumet au niveau du style des années 70. Et ce flacon a été trouvé dans des conditions un peu rocambolesques, puisque il a failli partir à la destruction, et par une chance inouïe, je l'ai sauvé. Alors, je sais qu'il y a en France 3 exemplaires connus. Un qui était celui du Carlton, qui a été récupéré par un collectionneur dans une vente aux enchères d'ailleurs. Un autre qui est dans une collection privée, et celui qui est chez Chaumet, que j'ai eu le plaisir de prêter, puisque la maison Chaumet n'a aucune trace de ce flacon. Ils ont que les archives papier et les dessins, mais ils n'avaient pas in vivo l'objet réel. Donc ça a été un plaisir, une rencontre très agréable avec le chargé du patrimoine. Et c'est vrai que ce flacon, quand on arrive dans l'exposition, il dépote, passe pas inaperçu.
il n'est pas inaperçu. On ne peut pas dire qu'il est dans la discrétion. Mais ce côté un peu bling-bling me déplaît pas. Voilà, quand on a ça sur son bureau, on a une certaine assise. Voilà, c'est ce que je dirais. Voilà. Et il est peut-être le reflet aussi de l'époque de l'exposition, donc... Complètement. Mais les années 70, c'est l'époque où finalement tout était permis. C'est ça qu'on ressent. Comme dit beaucoup de personnes qui ont vécu cette période, bon, je ne parlerai pas de certaines vedettes. Il y en a auxquelles je pense, c'est Michel Sardou qui disait toujours en 70, oh là là, on pouvait rouler à 150 à l'heure, on pouvait fumer, on pouvait boire, on pouvait s'amuser. Aujourd'hui, malheureusement, tout est interdit, tout est aseptisé et surtout, tout est contrôlé par Internet. Donc, c'est quand même très compliqué. Est-ce que Mille est un parfum que vous appréciez ? Alors, Mille est un parfum opulent qui est principalement à base de rose, dans la même lignée que le fameux Joy de Jean Patou lancé en 1930. C'est un bouquet de rose, mais qui est quand même qui est un peu poivré et que je pense qu'il serait, si on le relançait aujourd'hui dans un flacon d'exception par Chaumet, si Chaumet refaisait un flacon dans le même esprit, pas dans le même style, mais dans le même esprit un peu délirant en or avec des pierres précieuses, je pense que ce serait pour le Moyen-Orient. C'est vraiment une senteur de rose, une rose turque ou une rose gulab, poivrée, qui est très typée Moyen-Orient. Et alors, en fait, quelle est la place des flacons Jean Patou dans votre propre collection ? Est-ce qu'elle est importante ou pas ? La collection est très éclectique parce qu'elle est coup de cœur et la maison Jean Patou, en fait, jouit d'une certaine place parce qu'il y a certains couturiers qui me plaisent parce que déjà, je collectionne beaucoup par rapport à la biographie des personnes. Les gens qui m'intéressent et qui ont une certaine sympathie, qui dégagent de la sympathie, vous encouragent à en savoir plus et en collectionnant leur création de parfums, déjà vous connaissez un peu leur goût olfactif, indirectement. Et puis l'esthétique choisie pour la présentation, que ce soit un écrin, un coffret ou un flacon de cristal de telle ou telle manufacture, ça vous fait comprendre comment la personne appréciait et quel type de matière elle aimait. Alors Jean Patou, pourquoi ? Parce que c'est un grand monsieur, élégant, c'est les années 30, c'est quand même celui qui a lancé le fameux parfum Normandie. Il était très avant-gardiste. Très avant-gardiste, sous forme d'un paquebot fuselé en métal nickelé avec le flacon à l'intérieur. Enfin, c'était un truc complètement délirant. Et puis les noms des parfums sont aussi complètement magiques. Quand on sait que Joy, le parfum le plus cher du monde, en 1930, c'était quand même osé. Une provocation, parce qu'on est en pleine crise de 29 aux États-Unis, donc il n'avait pas peur. En fait, encore une fois, une période où tout était permis, finalement, même s'il y avait une certaine moralité et une bienséance, mais bon. Et il y a des parfums avec des noms, Adieu Sagesse, Cockerel Dry, Amour, que sais-je. Donc, c'est des parfums bavards, avec des noms très évocateurs et qui ont une certaine magie. Et puis, ça fait bien sûr, il y a une certaine nostalgie qui s'en dégage. Et automatiquement, sans être passéiste, bien sûr, on a envie d'en apprendre plus en termes d'histoire. Tout à fait. Alors, donc, ce profil de vente de flacons de parfums, et la première est dans pas longtemps, elle est ce dimanche 12 novembre à 11h à Versailles, avec le commissaire-priseur Martin Banel, qui donc organise une vente spéciale Noël flacons de parfums et mode, dont vous êtes l'expert. Et je crois qu'au total, ce sont 440 lots qui sont réunis. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la particularité de cette vente, le fil conducteur ? Alors, c'est une vente qui est axée sur les objets iconiques de certaines marques de parfumerie et aussi en matière de flacons collector, édition limitée. Et bien entendu, cette vente s'adresse en marge de cette période pour préparer les cadeaux de Noël. C'est une vente qui s'adresse aussi aux collectionneurs d'odeurs, parce que depuis bientôt, je dirais,
bien 15 ans. Il s'est fait jour, un nouveau type de collectionneur est arrivé. Le flacon, oui, mais le parfum avant tout. Et énormément d'amateurs collectionneurs collectionnent les parfums pour l'odeur et pas pour le flacon. Et donc, ce sont des épicuriens à la recherche, non pas du temps perdu, mais des effluves perdus. Absolument. Et même si certains parfums sont modernes, il n'en est pas moins vrai que énormément de parfums lancés depuis des années ne survivent que 2 à 3 ans. Donc, le côté éphémère excite beaucoup le collectionneur affûté et averti, je dirais. Et cette vente, en fait, qui est très éclectique, puisqu'elle va des grandes maisons classiques, je ne parlerai pas de Chanel ou de Christian Dior ou de Hermès ou de Serge Lutens ou de Guerlain pour les citer, mais il y a aussi, en moins connu et plus élitiste, il y a Carolina Herrera, toutes les collections privées, c'est-à-dire que ce que vous ne trouvez pas chez Sephora, ce que vous ne trouvez pas chez Marionneau ni chez Nocibé, c'est une parfumerie hyper sélective, haut de gamme. Les gammes de prix en magasin, je ne pourrais pas vous les dire, mais elles sont assez conséquentes. Et cette vente offre cette possibilité à des gens amateurs de pouvoir accéder à ce luxe suprême, d'avoir un parfum que n'ont pas tout le monde, un parfum travaillé différemment, avoir des noms vraies différents. Signatures olfactives. Des vraies signatures, des styles et puis une époque. Parce qu'en fait, quand vous prenez la collection Armani privée ou la collection Givenchy, la collection particulière de Givenchy, toutes les maisons se sont positionnées par rapport à des marques confidentielles que j'appelle plutôt des parfumeries alternatives où, je dirais, cette parfumerie dit de niche, mais moi j'aime pas le mot de niche parce que quand j'entends de niche, je pense à l'odeur de Médor. Excusez-moi, je suis un petit peu cash. Je comprends complètement. Mais ça me gêne énormément. Et ou alors, à ce moment-là, je préfère dire parfumerie d'art et d'essai, un peu comme dans le cinéma. Et les grandes marques ont compris qu'elles ne pouvaient pas rester les bras croisés sans rien faire. Et maintenant, la concurrence est rude, mais toutefois, on peut trouver son petit bonheur. Et surtout, ses odeurs préférées, c'est Madeleine de Proust, en fait. C'est un petit peu ça. Et cette collection qui réunit, qui se vend, c'est quelqu'un qui a collectionné pendant des années, qui a acheté des objets ou des parfums très ciblés. Alors évidemment, il faut connaître. Il y a notamment des flacons de la marque Byredo. Byredo, très peu de gens connaissent cette marque. Donc c'est à découvrir. C'est aussi une vente où on peut découvrir. Et c'est pour ça qu'il faut regarder cette sélection sans faire... Je ne veux pas faire de promotion commerciale vulgaire, mais j'essaie de faire comprendre que c'est une vente qui s'adresse à tout le monde et qui s'adresse à tous les portefeuilles. Il n'y a pas de limite. Et c'est vrai que en rapport avec les prochaines fêtes de Noël, c'est vrai qu'on a des possibilités, on a un accès à certains articles auxquels on n'a pas accès dans le commun des mortels. Est-ce que vous pourriez nous en donner un ou deux ? Alors, déjà, on a une partie des collections privées Christian Dior. Donc, on a Mirza, on a Gris Montaigne, on a les éditions Toile de Jouy. Enfin, on a des choses assez peu courantes. On a les éternels et institutionnels Serge Lutens. Alors, on a, par exemple, il y a un coffret absolument spectaculaire pour Ambre Sultan qui est je dirais, le best-seller de la maison. Il y a des créations plus confidentielles, notamment Byredo, dont j'ai parlé, puisque c'est assez étonnant de voir ces flacons. On dirait des sonnettes pour appeler à l'hôtel. Vous savez, quand vous êtes sur le guichet, vous appuyez sur la sonnette. Ces flacons noirs sont assez étonnants. On ne pense pas que c'est un flacon. On croit que c'est une sonnette pour appeler ou le domestique ou le réceptionniste à l'hôtel. C'est très, très marrant. Et il y a de tout. Il y a du Jean-Paul Gaultier. Alors Hermès, évidemment. Il y a de l'eau d'Hermès, qui est un parfum de 1951 créé par Edmond Rounitska et qui est une merveille et qui est une senteur absolument unique au monde. Absolument. Et celui-là, il n'a jamais été ouvert, il est scellé, comment ?
Alors, 80% de la vente, les flacons ont été gardés précieusement à l'abri de la lumière, dans leur coffret, scellés et cellophanés. Ils n'ont même pas été ouverts. Donc, le collectionneur qui finalement vend cette collection est un peu dans le même esprit que le collectionneur de vin. Parce qu'en fait, le parfum et le vin ont un dénominateur commun, ce sont des produits alcooliques. Les arômes, les huiles contenues dans les parfums en solution alcoolique ne peuvent être protégées que si elles sont à 15 degrés et à l'abri de la lumière. Or, le cas est qu'il a très bien conservé et finalement, ces millésimes du parfum, si c'est pas trop prétentieux. Non, mais je crois qu'on peut le dire. Hein. C'est des millésimes que les gens n'osent pas déjà sentir, parce que pour eux c'est un luxe assez élevé, et en même temps là ça va être une sacrée découverte. Puis il y a des gens qui n'auront jamais senti certains parfums, ils vont acheter un ou deux articles comme ça d'une marque qu'ils ne connaissent pas, tout à fait. et tout d'un coup ça va être le coup de foudre. Oui. Et puis c'est étonnant Voilà. effectivement de se dire que quand ça a été, comme vous dites, à une basse température, dans le noir, ça garde son odeur. Alors peut-être que... Il n'y a pas d'oxydation. En fait, il n'y a pas d'oxydation. Non, absolument. Moi, je l'ai remarqué moi-même récemment en rouvrant, parce que voilà, il y a petits soucis dans mes caves, et donc j'ai récupéré un certain nombre de flacons. Donc certes, les boîtes étaient un peu abîmées, mais j'ai redébouché des flacons et voilà, l'odeur était là. Exactement. Et c'était un pur bonheur, c'était un voyage dans le passé, c'était très émouvant et en même temps très rassurant. Oui, voilà, exactement. Donc c'est une vente atypique, c'est sûr. Alors parallèlement à ces flacons, à ces parfums, il y a des objets périphériques. Il y a le fameux ballon de rugby Chanel. Absolument, j'ai vu. Bon, pour c'est d'actualité en plus, donc voilà. Il y a des choses amusantes, très amusantes. Oui, voilà. tout à fait. Quelques broches Hermès, voilà. Oui, avec un peu d'humour. Oui, voilà. Des choses sympathiques, avec de l'humour et sympathiques. Et on a même les rouges à lèvres Christian Louboutin, faut le faire. Dans leur écrin complet, prêt à être porté en pendentif. Non, il y a des choses, franchement, tout le monde peut partir avec quelque chose dans la main avec bonheur. C'est une vente okay. Bonheur. Bon, j'espère que les auditeurs auront entendu le message. Et alors, donc, un peu plus tard, sont les Floralies du parfum, le 11 décembre à 14h à l'hôtel Drouot. Et cette fois-ci, c'est avec le commissaire Olivier Couteau-Beccari. Et donc, avant qu'on aille un peu plus loin dans la vente, j'aimerais que vous nous racontiez, parce que tout de même, la genèse des ventes de parfums a été avec lui et à l'époque Régine de Rebien. Alors, en fait, cette spécialité de la parfumerie ancienne ou parfumerie tout court, l'objet de parfumerie, le flacon, l'écrin, l'odeur, les objets du parfum périphérique, que ce soit les poudres de riz avec des boîtes ouvragées, des poudriers, des étuis de rouge à lèvres, tout cet univers féminin qui en fait est fabriqué pour la plupart par des hommes, pour les femmes, c'est assez étonnant. Oui, complètement. Et les hommes en sont fascinés, c'est comme les bijoux, ils collectionnent. Et il y a beaucoup de collectionneurs hommes sur la parfumerie. Et en fait, pourquoi l'étude Couteau-Beccari ? Parce qu'elle est la première étude à avoir risqué, osé et lancé cette spécialité de la parfumerie ancienne dès 1986 avec une première vente qui a eu lieu avec Régine de Rebien, qui était la papesse des objets de salle de bain, des objets de décoration de salle de bain. Qui avait sa boutique près de Saint-Sulpice. Ouais. Et qui avait sa boutique rue Saint-Sulpice, exactement. Et Régine a été entraînée dans ce tourbillon. Elle a développé les ventes et un public s'est fait jour, des amateurs de tout horizon, de toutes conditions sociales.
et de toute nationalité. C'est assez étonnant. Tout à Donc la fait. parfumerie Hein. française jouit toujours quand même d'un prestige qui n'a pas pris une ride, quoi. C'est toujours d'actualité. Et donc ces ventes se sont accentuées. Moi-même, j'ai développé des ventes De bonne aloi. parallèlement avec d'autres études. Donc nous étions en concurrence, certes une concurrence de bonne aloi, je dirais, et intelligente. C'est même moi qui de temps en temps aidais Régine à faire ses catalogues. Vous voyez comme quoi on était assez complices. Même si de temps en temps on a eu des mots parce qu'elle a un caractère et j'ai un caractère, donc ce qui est très bien. Et puis un jour, elle s'est dit, il faut quand même que je me repose. Et elle s'est retirée, elle a arrêté son affaire. Et l'étude Couto-Begary m'a fait confiance pour reprendre la gestion et la constitution des ventes. Et depuis, écoutez, c'est une tradition. Chaque année, il y a une vente chez Maître Couto-Begary et ses associés. Et avec joie, on arrive à réunir des objets absolument délirants, un public enthousiaste, des découvertes sans cesse, parce qu'il y a tout le temps des découvertes, on apprend tous les jours. Et c'est ça l'intérêt de la spécialité. Et puis on sait aussi qu'on apprend aussi certaines choses et on s'est trompé sur certaines choses. Donc c'est une éternelle remise en question, je dirais. Et aujourd'hui, depuis pratiquement, ça fait peut-être 15 ans maintenant, l'étude Couto-Begary m'appelle et me dit alors on fait la vente parfum quand je dis on l'a fait à telle date et il me laisse faire et orchestrer l'événement. Souvent dans les ventes aux enchères de Couto-Begary, nous avons une journée d'expo et souvent j'invite quelqu'un à signer un livre sur le parfum pour animer l'expo ou pour faire découvrir un nouveau parfum. Parce qu'en fait l'intérêt il n'y a pas que le flacon, comme je disais tout à l'heure, il y a tout l'ensemble. Et c'est vrai que les gens, en parcourant à Drouot une salle de vente consacrée à la parfumerie ancienne, tout d'un coup, quelqu'un leur propose de sentir un parfum nouvellement sorti et peu connu du grand public, puisque les budgets communication ne sont pas ce qu'ils sont. Il y a des parfums confidentiels et les gens se sentent privilégiés, non seulement dans le cadre d'une vente aux enchères de prestige, mais en plus, ils découvrent une senteur complètement nouvelle et hors norme. Alors, vous avez quelqu'un à nous dévoiler ou c'est encore trop tôt ? Non, j'ai pour l'instant cette année, écoutez, non, il y a eu plusieurs personnalités qui sont venues présenter certains ouvrages sur le parfum ou sur un aspect du parfum, mais cette année non, j'ai pas encore d'actualité, mais je ne manquerai pas de vous en informer, ma chère Bettina. Absolument, et je compte sur vous, cher Jean-Marie. Alors, avant de clore, donnez-nous le fil directeur et les flacons exceptionnels de cette vente. Alors, les flacons exceptionnels, il y en a deux principalement, qui en fait font référence au Pierrot, le fameux personnage de Venise. Le Pierrot est une figure emblématique des contes pour enfants. On en voit sous forme de lampes, sous forme de jouets, sous forme de décors sur pièces en porcelaine. Eh bien, la parfumerie également a emprunté la figurine du Pierrot pour traduire des formes de parfum, des flacons de parfum très particuliers. Alors, le premier, c'est une société qui s'appelle la société Hygiénoff. Alors, le nom n'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Et le parfum s'appelle le Pierrot Vainqueur. C'est un flacon médaillon mettant en scène un Pierrot dont la collerette est émaillée noire et qui est embrassé par Colombine avec un bouchon qui est décoré d'un loup émaillé noir. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces objets de parfumerie du XXe siècle, comme celui dont je viens vous décrire l'apparence, la présentation, en fait, c'est une théâtralité que les parfumeurs cherchaient à l'époque pour vendre. Et en fait, le Pierrot vainqueur fait non seulement allusion à Pierrot, mais vainqueur parce qu'on sort de la guerre de 14. On est en 1920. Donc, il y a ce message à la fois patriotique, sous-jacent, et en même temps ce conte, cette légende du Pierrot dans l'atmosphère vénitienne que nous connaissons, bien sûr. Et puis le deuxième flacon absolument rarissime déjà, et dans un état de fraîcheur absolument surprenant, c'est du parfumeur et cosméticien Tocalon, qui est une maison franco-américaine, et d'ailleurs Tocalon vient du grec Tokalon, qui veut dire la beauté, et Tocalon est commercialisé à partir de 1920,
une ligne de parfums et de cosmétiques dénommée Pétalia. Et Pétalia, en fait, est présenté sous forme d'un flacon de René Lalique, qui est un flacon médaillon à méplat central, à décor rayonnant, et du décor rayonnant surgit une tête de Pierrot au milieu du flacon. Le bouchon est plat, disque plat, avec le nom délicatement moulé, et sur la base Pétalia. Et il y a en plus, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a en plus le coffret, parce que les coffrets sont quelquefois plus précieux que les flacons. Et ce coffret en carton ouvragé est à l'effigie du Pierrot. Mais quand vous fermez le coffret, le bouchon où il est marqué Tocalon Paris, qui apparaît sur le bouchon, apparaît sur le coffret dans un espace ajouré exprès réservé pour le bouchon. C'est absolument une mise en scène absolument inouïe. Et ça, c'est un flacon qui est apparu 2 ou 3 fois en 30 ans de vente. Donc ça va être, je pense que beaucoup de collectionneurs fortunés, certes, vont se le disputer. Et en fait, il vient d'où ? Écoutez, ces 2 flacons ont été sauvés de la destruction, parce que c'était dans une maison, c'était dans le cadre d'une succession et d'un héritage, et les héritiers n'ont rien voulu garder de la maison, ils ont fait vider ça par des brocanteurs. Et bien sûr, c'est les brocanteurs qui ont le nez, si je puis me permettre, et qui ont compris que c'était pas des objets anodins. C'est le cas de le dire. Alors dans cette vente, hormis ces 2 flacons emblématiques, il y a les éternels institutionnels que sont Guerlain, que sont Christian Dior, que sont Hermès. Il y a surtout des objets de caractère. Alors je pense surtout à un coffret Napoléon III en marqueterie, qui est complet, avec tous les pots en porcelaine, les flacons en baccarat de la maison Violet. Violet était un parfumeur qui était boulevard des Capucines, à l'angle actuel du magasin de montres, à côté du Grand Hôtel. Et ce coffret recèle donc tous les produits cosmétiques de l'époque. Il y a même les brosses en ivoire, le polissoir à ongles en ivoire. Il y a 2 étuis à côle. Il y a encore le côle à l'intérieur. Toutes les crèmes n'ont pas été... Il est impeccable et d'une grande fraîcheur. Tout est en fraîcheur. Et alors, par contre, les crèmes ont solidifié. On ne peut pas trop leur en demander. Tous les couvercles et tous les produits sont décorés de l'abeille. Parce qu'il faut comprendre que beaucoup de parfumeurs, Guerlain pour ne pas le nommer, et Violet, parfumeur bien sûr, étaient bonapartistes. Il ne faut pas l'oublier. Donc l'abeille est un symbole récurrent dans la parfumerie. Il n'y a pas que Guerlain qui a employé ce symbole. Mais aujourd'hui, c'est reconnu, Guerlain, c'est l'abeille. Oui, mais c'est bien de le dire, qu'il n'y a pas eu que. Donc Violet parfumeur, donc avec ses pots en porcelaine, ses flacons en baccarat, ce coffret est arrivé jusqu'à nous, c'est absolument inouï. Alors il y a ça, il y a par contre aussi un petit département que j'ai développé, il y a une sélection d'étuis de rouge à lèvres. Alors pourquoi les rouges à lèvres ? Parce que c'est le luxe et l'émancipation de la femme durant le XXe siècle. Et vous avez des étuis aussi bien en résine et en laiton, mais aussi en matière précieuse. Donc, dans la sélection de cette vente, vous avez des étuis de la maison Boucheron, en or, argent et rubis. Vous avez des étuis comiques et humoristiques. Il y en a un en forme de petit cochon, par exemple. Il y en a un qui représente Shirley MacLaine, qui est un étui de rouge à lèvres Revlon, et qui représente une petite poupée en résine et en laiton habillée de tissu. Et c'est la reproduction, la physionomie de Shirley MacLaine, parce que sur la figurine, les cheveux sont roux. Et comme Shirley MacLaine est rousse, tout de suite on y pense. Donc il y a plein de choses comme ça, des anecdotes. Alors il y a aussi des anciennes boîtes de savon de la maison Louis Toussaint Pivert. Alors la maison Louis Toussaint Pivert, elle aussi, jouit d'une place très importante chez les collectionneurs, parce que elle est emblématique. C'est une des plus vieilles maisons françaises, puisqu'elle a été créée en 1774, et que le grand monsieur de l'époque qui a développé Louis Toussaint Pivert au XXe siècle, c'est un grand monsieur qui s'appelait Jacques Roucher, qui était né en 1862 et qui est mort en 1957, et qui en 1913 a été directeur de l'Opéra de Paris, parce que c'était un fou de spectacle, tout en étant un grand industriel et polytechnicien. Et cette maison Pivert, qui est en train de renaître par ailleurs, puisqu'il y a un redéveloppement actuel et un retour à la source,
souvent me sollicitent au niveau, je dirais, objet et histoire. Voilà. Donc, Pour les assez rouges à lèvres, il sympathique. ne faut pas oublier qu'il y a 2-3 ans, vous avez publié un livre dédié aux rouges à lèvres. En 2009, très exactement, Bettina, il y a eu un événement. J'ai eu la joie et l'idée complètement folle, mais finalement, elle est devenue réalité et ça a été un succès. Où il y a eu une publication que j'ai dirigée avec toute la collection d'étuis de rouge à lèvres que j'ai pu rassembler. Et le livre s'appelle Lèvres de luxe, bien entendu, et il retrace, je dirais, toute la symbolique du rouge à lèvres dans les accessoires féminins et surtout ce symbole d'émancipation et de liberté que les femmes ont pu conquérir grâce au maquillage. Parce que le maquillage a émancipé énormément la femme, surtout après la guerre de 40. Il y avait déjà les garçons en vin, mais c'est devenu un phénomène beaucoup plus populaire dans les années 45-50 à cause des Américains, le cinéma américain, et puis toutes ces femmes qui se sont enrôlées aux États-Unis pour combattre et rentrer dans l'armée américaine et qui, pour se distinguer, disposaient d'un kit de maquillage donné par les marques. Alors en tête Revlon, Helena Rubinstein et Elisabeth Arden. Et Max Factor, pour ne pas le nommer, bien sûr. Alors, j'imagine que c'est superbe rouge à lèvres, aussi beau qu'amusant. Le raisin, ne doit plus être là, ou doit être rance. Alors, le raisin, quand on achète hormis d'être un objet, est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de l'utiliser et de le montrer ? Absolument. Alors, c'est vrai qu'on collectionne l'étui de rouge à lèvres comme un objet de vitrine. Mais d'aujourd'hui, nous avons une jeune femme qui a eu une idée absolument inouïe et qui a créé une maison, la maison Rose Pirate, et qui consiste en fait à recharger, elle recharge les étuis de rouge à lèvres anciens avec non pas de rouge à lèvres parce que la préparation est beaucoup trop élaborée, elle n'a pas les outils pour ça, mais elle propose une recharge du rouge à lèvres sous forme d'un baume légèrement teinté et hydratant. Cette jeune femme est une grande chimiste, elle a travaillé 15 ans chez Chanel et elle a monté cette entité qui est au balbutiement et nous nous sommes rencontrés. Et cette question que vous me posez, Bettina, est formidable parce que ces étuis emblématiques qu'on ne pourrait plus utiliser, finalement on peut les utiliser grâce à Rose Pirate. C'est génial, ils vont avoir une seconde vie. Exactement. Et pas tout le monde aura le même rouge à lèvres, du moins les jeunes femmes. Non, absolument. C'est montrer sa singularité. Écoutez, un grand merci Jean-Marie. Mais c'est moi, Bettina, qui vous remercie et remercions tous les auditeurs qui ont eu la gentillesse de nous écouter. Et je pense qu'ils vont être très intéressés, passionnés, captivés, et grâce à vous, Bettina. Et puis, suite à d'autres aventures avec Jean-Marie, car t'as tout senti, le podcast qui agite le parfum va désormais aussi parler de flacons. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir Tatou Senti Podcast par un don. Le lien se trouve dans Tatou Senti Podcast Instagram, soit favoriser sa diffusion en mettant un 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée. Tout cela m'aidera beaucoup. Enfin, abonnez-vous pour ne manquer aucun des épisodes gratuits de Tatou Senti, le premier podcast sur l'art de sentir. En attendant le prochain épisode, sentez-vous bien!